Bonjour, bonjour à tous. Alors, je suis Virginie Dubosc, je suis créatrice de site web pour thérapeutes. Et aujourd'hui, j'interviewe Élise. Bonjour Élise. Bonjour. Alors, Élise Guillaudy, c'est avocate spécialisée dans le droit du digital. Et nous avons commencé une petite série d'interviews justement à destination des thérapeutes. Aujourd'hui, nous allons parler des données de santé, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Élise, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Oui, eh bien, bienvenue à tous. Donc, moi, je suis donc avocat, expert en droit du web et je consacre une partie de mon activité à aider les praticiens de santé naturelle à gagner en sérénité juridique. Donc, c'est vrai avec ton aide, Virginie, on a commencé à bâtir une série d'articles et d'interviews sur des problématiques concrètes qui concernent les praticiens de bien-être. Et donc, aujourd'hui, on s'est dit que ce serait pas mal d'échanger sur un sujet sensible, le sujet des données Mmh. de santé des praticiens. Oui, c'est le cas de le dire, c'est un sujet sensible. Justement, alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est, justement, ces données de santé? Alors, les données de santé, ce sont d'abord des données personnelles, c'est-à-dire des informations qui se rapportent à des individus, des personnes physiques comme toi ou moi. D'accord? Et les données concernant la santé, ce sont des données personnelles sensibles, hein, qui se rapportent à la santé physique, mais aussi mentale d'une personne, que ce soit par rapport à ses antécédents, ses maux d'aujourd'hui ou encore futurs. D'accord? Donc, c'est assez large. C'est une notion qu'englobe pas mal de choses. Ça peut être une maladie, un handicap, un risque de maladie, des antécédents médicaux, un traitement que suit la personne. Donc, en fait, on se rend compte que le praticien de bien-être, dans le cadre de son activité, peut être amené à collecter, hein, assez fréquemment des données de santé concernant ses clients ou ses patients. Mmh. Ah oui, oui, c'est clair que c'est peut-être une des sources de données, principales qu'ils collectent, hein, au final, mmh. Ouais. Et du coup, quelles sont les actions à mettre en place pour être en règle justement sur la gestion de ces données de santé? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs textes importants qui sont prévus sur la protection des données de santé. Il y a notamment la loi informatique et liberté, il y a le RGPD, hein, qui est un règlement européen sur la protection des données personnelles. On a aussi des dispositions dans le Code de la santé publique. Enfin, voilà, il y a tout un arsenal de textes de loi qui sont prévus pour protéger les données de santé. Alors, concernant les praticiens de santé naturelle, eux, ils sont des professionnels, hein, donc ils doivent, évidemment, ils sont concernés par le respect de ces textes. Alors, si on veut résumer, on peut dire qu'on peut retenir principalement trois grands réflexes à respecter, à adopter quand on collecte des données de santé et qu'on est praticien. Le réflexe numéro un, c'est de sécuriser, hein, au niveau physique et au niveau logique les données de santé. Le réflexe numéro 2, c'est de vérifier où est-ce qu'elles sont stockées, hébergées. Et puis le réflexe numéro 3 est un réflexe un peu plus juridique, c'est celui de l'information et du recueil de consentement des clients lorsqu'on collecte des données de santé. D'accord. Du coup, on va peut-être rentrer en détail sur chacun, des différents réflexes, comme ça, tu pourras nous donner un peu plus d'informations. Déjà pour commencer est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce que c'est de sécuriser en fait les données, de santé, les données sensibles? Oui, alors en fait, l'idée de la sécurité, c'est d'éviter que les données de santé soient perdues, qu'elles soient attaquées, hein, via une cyberattaque ou qu'elles soient abîmées, hein, une atteinte à leur intégrité. Donc l'idée, c'est de mettre en place des mesures de manière à protéger vraiment ces données de santé. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les données de sécurité à mettre en place, je vous invite à vous reporter au site de la CNIL, hein, qui est très bien fait et qui précise en fait les différentes mesures de sécurité qui sont aujourd'hui attendues par les professionnels. Donc, on peut en lister quelques-unes, hein. Par exemple, ça va être de veiller à ce que vous ayez des mots de passe robustes s'agissant de l'authentification, par exemple, pour accéder à votre ordinateur ou à un outil logiciel. Mmh. Ça peut être aussi limiter les accès justement aux seules personnes qui doivent avoir accès. Donc, le praticien doit veiller à ce que, par exemple, sa famille ou ses amis ne puissent avoir accès aux données de santé de ses clients. Ça peut être aussi faire des sauvegardes régulières
des données de santé. C'est de protéger ses locaux aussi par des mesures anti-effraction. Voilà, donc il y a toute une série de mesures que je vous invite à aller explorer, étudier sur le site de la CNIL. Ouais, c'est ça, c'est pas que des mesures, digitales, hein, il y a les mesures aussi physiques. Ouais, Il y a sur, exactement. tous les plans, hein, et pour rebondir sur les mots de passe, c'est assez fou, quand je vois les mots de passe parce que bon, je manipule forcément les mots de passe de mes clients et c'est souvent des mots de passe, les mêmes mots de passe pour un peu tous les logiciels, c'est des mots de passe pas du tout sécurisés donc faut pas hésiter à prendre des logiciels spécifiques du type, je sais pas si on peut les citer, mais du genre, Dashlane ou autres. Ce sont des logiciels qui permettent de sécuriser au maximum, les mots de passe, quoi, hein. Bah oui, moi personnellement, tu vois, j'ai un Mac et j'ai installé sur mon poste MacPass, qui est une espèce de coffre-fort de gestion des mots de passe. Mmh, Donc, j'ai une clé à l'entrée pour entrer dans mon coffre-fort. Et dans ce mmh, coffre, j'ai tous mes mots de passe qui se génèrent d'ailleurs automatiquement. ouais, Par exemple, plutôt que d'avoir un mot de passe qui va correspondre à ma date de naissance, je vais avoir des mots de passe assez complexes d'une mmh, quinzaine de caractères et qui sont générés automatiquement et gérés dans ce coffre-fort. Et j'ai plus qu'à ouais, à copier-coller le mot de passe quand je veux me connecter à mon logiciel. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé de fonctionner avec ce type d'outils qui sont gratuits. En l'occurrence, MacPass, mmh, celui que ouais, j'utilise, il ouais, est complètement gratuit. Et ça ouais, permet, bah, pour le coup, de renforcer l'authentification et l'accès aux outils. mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, oui, oui, bah, c'est le même principe, bah, moi j'ai pas de Mac, mais je suis sur, voilà, sur PC, mais avec Dashlane, c'est exactement la même chose et c'est gratuit. Après, il y a une version payante, mais c'est gratuit jusqu'à 50 mots de passe, je crois et après c'est payant, mais ça change la vie, hein. C'est clair que Oui. c'est En hyper plus, important, hein. ça Mmh. simplifie la gestion en plus de tes mots de Ah passe. ouais. Si tu tapes à ça, au bout d'un moment, tu ne Ah sais plus ouais, quels sont tes mots de passe. Donc, enfin, ça ah devient oui, vite la oui. foire, hein. Donc, Ouais, ouais, c'est c'est clair. aussi un outil qui aide à gérer ses mots de passe. Ouais, ouais, ouais. OK, donc pour la partie sécurité, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les actions à entreprendre par rapport à l'hébergement, justement Oui, le pour, réflexe numéro 2 mmh, dont je parlais. En ouais, fait, ce réflexe numéro 2, c'est de faire attention où sont stockées, où sont hébergées les données de santé qu'on collecte, qui concernent nos clients et nos patients. Donc, je dirais que s'il y a deux solutions. Si le praticien stocke toutes les données sur son ordinateur ou ses disques durs internes, donc sur ses propres outils internes, dans ce cas-là, à condition d'avoir évidemment mis les mesures de sécurité en place, il n'y a pas de problème au niveau de l'hébergement des données. Mais si le praticien utilise des outils web sur lequel on va retrouver ces données de santé, d'accord, ou une partie de ces données de santé, par exemple un drive, un logiciel de gestion de questionnaires. Enfin, on est vite amené quand on est praticien on est vite tenté d'utiliser des outils de gestion et d'échange avec ses patients. Donc, si on utilise ce type d'outils, il faut savoir que on externalise l'hébergement des données de santé à des tiers. Et dans ce cas-là, il y a une réglementation très stricte qui s'applique et qui est prévue par le Code de la santé publique. Il faut que l'hébergeur, donc c'est souvent l'éditeur du logiciel en question, hein, ait une certification HDS, donc qui lui permettent en fait d'héberger des données de santé. Et tous les hébergeurs n'ont pas cette certification. En fait, on a une liste sur le site de e-santé.gouv. Vous avez la liste de tous les hébergeurs qui ont ce label, en fait, cette certification HDS. Et donc, si jamais vous êtes concerné en tant que praticien et que vous ne savez pas finalement si les hébergeurs de vos outils sont HDS, il suffit d'aller voir sur leur site, vérifier, parce qu'en général, quand ils ont cette certification, ils la mettent en avant sur leur site. mmh, Si vous avez un doute, vous ne trouvez pas l'info, contactez-les, contactez leur service support ou leur service contact pour leur demander est-ce que vous avez la certification HDS. Et s'ils ne l'ont pas, changez d'outil. Voilà, parce que mmh, s'ils ne l'ont pas, c'est aussi votre responsabilité qui pourrait être engagée en hébergeant les données de santé de vos clients sur ce type d'outil. mmh, Donc voilà, ça c'est une précaution, un réflexe important à avoir quand on collecte et qu'on héberge les données de santé. ouais, donc d'ailleurs Google ne l'a pas, hein, on est ça c'est une chose. Google, si tu veux, a une solution HDS, mais D'accord, l'ensemble de ces solutions ne sont pas HDS. Par exemple, ton Drive gratuit, entièrement gratuit, ouais, ne permet pas
hein, d'héberger les données de santé de tes clients. Il ne faut pas utiliser ce type de solution. C'est des solutions qui sont payantes, les solutions HDS. Donc déjà, Ouais, tous les outils gratuits, il faut vous dire qu'ils ne sont pas HDS. ouais, Voilà. c'est sûr. Après, Déjà un voilà, bon hein, indice ouais, qui c'est permet ça. de faire un tri. Et d'ailleurs, je vais reprendre la question qu'on avait, tout à l'heure en off. Ben, quand un thérapeute, voilà, reçoit un mail via, son formulaire de contact, sur son site et que la personne qui la contacte, commence à lui raconter tous ses antécédents médicaux, finalement, ce sont des données de santé. Ouais. Heu, ben là, ça pose aussi un problème, via les échanges de mails. Bah, ça veut dire que si en effet la personne prend le formulaire de la page de contact du site pour contacter par exemple le naturopathe, et puis dans le formulaire de contact, il y a un texte de champ libre qui permet d'expliquer un peu pourquoi tu contactes. Et là, on peut facilement se retrouver avec des données de santé. En fait, la personne Mmh. peut livrer ses données de santé. Déjà, je dirais que la première chose à faire, c'est peut-être dans ce cas-là, quand il y a des champs libres, de mettre une petite phrase en italique en dessous pour inviter la personne justement à ne pas renseigner de données de santé, pour éviter qu'on ait ce problème. Mmh. Et si jamais on devait en collecter, bah, il va falloir se poser la question de bah, finalement où atterrissent les données. Mmh. Et donc, c'est là où Mmh. sera hébergé le site. Donc, par exemple, si le site est hébergé chez O2 Switch ou OVH, ben, ça va poser un problème, si tu veux, parce que Mmh. c'est des solutions. Enfin, je crois qu'OVH aussi a la certification HDS pour certains de ces systèmes, mais pas tous. Donc, Ouais. si tu prends un D'accord. hébergement OVH quelconque, tu n'as pas Ouais, ça cette va. Mmh. certification. Donc, il faut faire attention. Voilà, c'est des bonnes pratiques. Mmh. Et toi, j'imagine que dans le cadre de ton travail de créatrice de site web, tu essayes, t'évites justement qu'il y ait des données personnelles qui soient collectées. Ben oui, voilà, j'évite. Après, c'est vrai que je renvoie vers, O2 Switch qui n'est pas HDS, donc du coup, Ouais, bon. Mais, après, c'est sûr qu'on essaie de faire en sorte que, il y ait le moins de données qui transitent, voilà, ouais, données de santé voilà. qui transitent. Mmh. Il faut éviter sur son site de Mmh. collecter des données de santé. Je veux Mmh. dire, c'est le principe Ouais, de base. ouais. Comme Mmh. ça, on évite les problèmes, on évite de se poser ces questions-là. Mmh mh. Ouais. Ensuite, on avait le point, Oui, le réflexe numéro c'était 3. le réflexe numéro 3, voilà, sur, Ouais, les formalités, juridiques propres, voilà, la ouais, gestion. voilà, c'est ça. C'est qu'on a vu la sécurité, c'est le réflexe numéro un. Le réflexe numéro 2, on a vu l'hébergement. Et c'est vrai qu'il y a un troisième réflexe qui est un petit peu plus juridique et qui concerne bah, qu'est-ce que je dois faire juridiquement à l'égard de mon client quand je collecte des données de santé. Mmh. Il y a deux choses à retenir. Déjà, il faut l'informer que vous collectez des données de santé. Ça va de soi, mais en fait, non, en fait, ça ne va pas de soi parce que le Mmh. RGPD précise bien bah, quels sont les points d'information qu'il faut donner à ce sujet. Donc, il faut expliquer quelles données de santé on collecte, qui y a accès, euh, où est-ce qu'elles sont hébergées justement, combien de temps on les conserve, rappeler à la personne quels sont ses droits sur les données, hein, un droit d'accès, un droit peut-être d'opposition, de rectification. Donc, il y a toute une liste d'informations bien précises à délivrer à son client sur les données personnelles en général et notamment sur les données de santé. Donc, concrètement, comment on donne ces informations? Bah, par un document qu'on peut appeler politique de confidentialité. C'est typiquement le genre de document d'information qui permet de donner ces éléments d'information. Et puis, la deuxième chose à savoir, c'est que comme le praticien n'est pas un professionnel de santé, comme le médecin par exemple, il doit demander le consentement express et préalable sur cette collecte de données de santé. Hein, ça, c'est un Mmh. point important que souvent les praticiens ne connaissent pas. Et donc, ça veut dire que concrètement, non seulement il faut informer, mais il faut demander l'accord. Et ce n'est pas parce que le client prend rendez-vous avec vous que pour autant, il a donné implicitement son accord à la collecte de ces données de santé. La loi nous dit qu'il faut un consentement bien spécifique et bien express par rapport à ces données de santé. Donc, en pratique, comment ça se passe? Bah, il y a plusieurs méthodes, hein. Comment on récupère le consentement de la personne? Bah, ça peut être lui faire signer un petit papier au début de la consultation. Je connais beaucoup de praticiens qui font ça. En fait, en début de consultation, il leur met un petit papier. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je collecte des données de santé vous concernant? Oui, non. Voilà. Mmh. Et puis, bah, après, il y a quand même les outils numériques qui peuvent nous aider. Mmh. Par exemple, ça peut être la case à cocher
permet de recueillir un consentement, par exemple sur une plateforme de réservation rendez-vous ou sur un logiciel de gestion. Moi, je connais déjà deux professionnels qui ont intégré sur leurs outils logiciels la case à cocher pour permettre le Mm, recueil de consentement. Tu as le logiciel Jupiter de la boîte Naturo, hein, que tu connais aussi, mais mm. qui a beaucoup de succès auprès des praticiens de bien-être. C'est un logiciel de gestion, hein. Mais c'est un logiciel de gestion qui permet justement de communiquer ces formalités juridiques à ses clients, aux patients, et d'obtenir ce fameux accord, ce fameux consentement sur les données de santé. Et puis récemment, j'ai mis en place un partenariat avec une plateforme qui est top, qui s'appelle Hospitalidé, une plateforme de prise de rendez-vous et qui aussi permet aux praticiens de recueillir le consentement de ses clients, patients, dès le moment de la prise de rendez-vous. Donc là, ça, c'est vrai que c'est super pratique Mm. parce que finalement, ces formalités juridiques qui sont un peu contraignantes, grâce Ouais, au numérique, ça peut être beaucoup plus fluide et ouais, simple et pour le praticien et pour les clients qui prennent, qui ouais. sont en relation avec le praticien. Ouais, c'est une très bonne idée, ça, hein, Ouais. cette histoire de case à cocher, ouais. Ouais, ouais. Et Voilà. du coup, pour les personnes qui doivent collecter le consentement, mais ça ne passe pas par le site, du coup, bah, il faut faire signer un papier en physique, Oui, quoi. oui, c'est un Mm. petit papier. Alors, en général, moi, les praticiens que j'accompagne et qui ont commandé, parce que moi, je propose plusieurs packs juridiques pour les praticiens de santé naturelle. Et ceux qui ont pris un pack, en général, on s'appelle derrière et je leur envoie le petit document qui va bien et qui permet de recueillir le Mm. consentement sur les données de santé. Donc, je leur Mm. envoie systématiquement. Puis, j'en parle, je fais régulièrement des webinaires Oui, dans lesquels j'intègre ce sujet. Donc, ça m'arrive assez régulièrement d'en reparler et de proposer des modèles aussi mm. sur les données de santé. Voilà, Ouais, ouais. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Élise, pour je tous t'en prie. ces renseignements. Et puis, je suppose que voilà, en dessous de la vidéo, il y aura tous les liens, Hmm. le lien pour accéder aux différents packs, aux différentes informations qu'on a évoquées dans cette vidéo. Merci À, Virginie. À à bientôt. bientôt!